bonjour à tous, je suis très content de me retrouver parmi vous, avec notamment nos amis italiens, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, où je suis souvent allé, et j'ai même tenté d'apprendre un peu la langue. Voilà, donc juste un petit mot quand même pour me présenter, que vous sachiez un petit peu d'où je vous parle, parce que je vais avoir probablement des propos un tout petit peu décalés par rapport à ce qu'on peut attendre dans un milieu, disons, scolaire. Je suis d'abord un grand-père heureux, c'est important, et j'ai des petits-enfants et j'ai une petite fille qui est très largement dysphasique et qui nous interroge tous les jours sur la question de l'apprentissage. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est que l'apprentissage face à une enfant dysphasique. C'est très, très, très compliqué. Et donc, ça nous a obligés, ma femme et moi, ma femme elle-même est enseignante, à revoir à peu près tout ce que l'on croyait savoir sur l'apprentissage face à une enfant qui nous pose des questions très complexes et qui nous interroge tous les jours, y compris pendant que je suis en train de vous parler, elle est dans la pièce à côté, et ma femme s'en occupe. Voilà, sinon je suis agronome, et c'est important parce que j'ai exercé mon métier d'agronomie dans plusieurs pays du monde, et ce qui m'a interrogé effectivement sur l'écart entre ma façon de voir les choses, qui était une façon évidemment très française, et la façon des autres. Partout où j'ai exercé, j'avais affaire à des gens qui pensaient autrement. Et donc, j'ai là tout de suite été interrogé sur la notion de la diversité des modes de pensée. Et lorsque, après quelques années de pérégrination, je suis rentré en France, eh bien, j'ai été tout de suite interrogé par des tas de gens sur justement cette notion de diversité dont j'ai pris connaissance par la pratique et pas du tout par la théorie. Et petit à petit, je suis devenu une sorte d'anthropologue spécialisé dans la gestion de la diversité humaine, qui fait qu'aujourd'hui, alors je n'ai nulle formation académique pour le faire, je me trouve face à vous et c'est un très très grand plaisir. Et donc je vais vous parler depuis cette expérience-là, ce qui fait que vous risquez d'entendre des choses un petit peu décalées par rapport à l'habitude. Et je remercie Richard Lagagné qui finalement a commencé à introduire l'un de mes sujets dont je parlerai peu aujourd'hui, qui est l'impact de la précarité sur le mode de pensée et sur notamment l'orientation entre l'individu et le groupe. Alors j'y ferai allusion si vous me posez des questions, mais aujourd'hui on m'a bien demandé de me centrer plus précisément sur ce qui peut provoquer du décrochage. Alors je dis ce qui peut provoquer du décrochage parce que en réalité rien n'est jamais sûr et nous essayons, parce que notre pensée en a besoin, de décomposer les phénomènes en phénomènes simples que l'on juxtapose les uns aux autres, mais il va de soi qu'en réalité, tous les phénomènes que j'évoquerai sont susceptibles de se combiner les uns aux autres. Et on tombe là dans les domaines de la pensée complexe, qui est évidemment pas une mince affaire. Voilà. Donc, j'ai un œil aussi, et Simon me dira s'il y a des questions qui viennent, mais n'attendez pas une heure pour poser les questions, parce que je pense, moi, qu'il faut au contraire y répondre le plus possible dans l'instant, parce que sinon, des questions décalées, après, souvent, perdent leur sens. Je verrai au chat, avec Voilà, plaisir. parfait. Bien, alors je vais essayer de partager mon écran. C'est celui-là. Voilà. Bon, ça va être simple avec tout ça. Je suis la suggestion de Simon de ne pas passer en page complète. Voilà. Si tu veux, tu peux même cliquer tout au-dessus sur Accueil, Claire. Tu vois, il est marqué Accueil au-dessus à gauche dans ton menu. Accueil. Tout au-dessus à gauche. Tu vois, tout au-dessus, encore plus à gauche, au-dessus, Non, à je ne vois pas gauche. écrit accueil à Non, gauche. c'est pas grave. C'est pas grave. Non, Alors tant pis, tu peux y aller. C'est très bien comme ça. voilà. Hop, hop, hop. Parce que si je fais comme ça, vous allez disparaître. Non, vous ne disparaissez pas, vous êtes Allez, toujours très là. bien. C'est parti alors. Donc je Parfait. le mets comme ça. Voilà. Donc je vais faire quelques rappels qui sont effectivement souvent des regards d'ordre anthropologique pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes auxquels nous avons affaire aujourd'hui. J'ai prévu à peu près 8 points qui vont nous permettre d'essayer de comprendre ça. Le premier élément sur lequel je voudrais quand même attirer votre attention, et quelque part je m'appuie simplement sur mon âge pour le faire, c'est que nos systèmes ont subi une très très grande modification en l'espace d'une génération. Je rappelle simplement que quand moi-même j'étais à l'école primaire, nous étions donc à la fin des années 50,
eh bien, moins de la moitié des enfants étaient sollicités pour passer au collège. 50% des enfants allaient faire le certificat d'études et rentrer dans la vie active à 14 ans, ce qui était la norme de l'époque. Et donc, il y avait un écrémage absolument terrible qui se faisait entre le primaire et le collège. Et on se retrouvait au collège, en quelque sorte, déjà entre nous. Quand je dis entre nous, c'est-à-dire des enfants d'une classe plutôt aisée, qu'on appellerait bourgeoise, et qui étaient dans un système scolaire qu'ils avaient eux-mêmes souhaité. Et il y avait une adéquation assez forte entre les attentes des parents et des enfants et le système scolaire. Et tous ceux qui pensaient qu'il était important de rentrer le plus vite possible dans la vie active, eh bien, ils allaient faire le certificat d'études et sortaient à 14 ans d'une école primaire rallongée par 2 années, voire 3 années de certificat d'études, et ensuite, ils travaillaient. Et donc, j'allais dire, le décrochage était organisé. Si vous me permettez de renverser la machine, le décrochage était totalement organisé, et on faisait en sorte que tous ceux dont on pensait, avec évidemment une quantité de présupposés dedans, dont on pensait qu'ils n'étaient pas faits pour les études longues, on les sortait du système volontairement très tôt. Et donc, par la suite, les problèmes de décrochage se passaient forcément plus facilement, puisqu'on avait déjà fait décrocher la moitié des enfants. Et puis, on a ensuite passé dans cette logique où on a voulu absolument généraliser le secondaire à tous les enfants. Ça s'est fait assez vite, d'abord en remontant l'âge minimum à la scolarisation, bien sûr, en passant à 16 ans. Et puis, très très vite, on est passé à l'idée que tout le monde devait monter dans les études. Et finalement, il n'a pas fallu très longtemps pour que l'un ou l'autre ministre nous explique, par exemple, que tout le monde devait avoir le bac. C'est extrêmement généreux, ça n'est pas contestable dans l'hypothèse finale et dans le côté bénéfique théorique de cette mécanique-là, mais du coup, on remettait dans le circuit tous les enfants qui n'étaient pas à l'origine destinés à y aller. Et donc, on a vu cette massification considérable de l'enseignement secondaire qui s'est fait en quelques années. Or, il faut bien voir que cela relève de 2 postulats philosophiques très différents. Dans le premier cas, le postulat, c'était l'inégalité des enfants devant les apprentissages scolaires. Ça, c'était jusque, je vais dire en gros, 1960-65. L'inégalité des enfants devant les apprentissages scolaires. Et on est passé après devant un autre postulat, c'est l'égalité des enfants devant l'apprentissage scolaire. Ce qui est une très grande modification. Et donc, on est passé petit à petit, mais quand je dis petit à petit, au cours d'une vie, ça paraît relativement progressif. Si vous prenez un recul et vous regardez ça sur le long terme, ça s'est fait extrêmement vite, puisque ça s'est fait en l'espace d'une génération. Ce qui est très très rapide par rapport aux évolutions culturelles. On est passé à une école inclusive, tout le monde y a droit, ce qui sous-entend que tout le monde le peut. Bon. Et là, on est sur des postulats qui sont très idéologiques, bien sûr, et qu'on ne peut que alimenter, on ne peut qu'être d'accord, mais il semble se heurter, et la personne qui a parlé avant moi, finalement, nous l'a dit, se heurter à une réalité. Hein. Qu'en est-il de l'égalité de tous devant les apprentissages scolaires? Ce qui est aujourd'hui un thème extrêmement complexe à aborder, très délicat, parce qu'encore une fois, il y a des soubassements idéologiques extrêmement forts là-dedans. Donc, on a affaire à cette chose-là. Et bien, la conséquence, bien sûr, c'est que à partir du moment où on avait un système scolaire pour des gens très divers, eh bien, la gestion de la diversité s'est mise à poser, évidemment, beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut faire l'école pour tous sans faire la même école pour tous? Ça, c'est le genre de sujet qui nous agite et qui sont finalement au cœur de notre interrogation de ce matin. Quand on pense à l'école pour tous, est-ce qu'on pense forcément à la même école pour tous, ce qui suppose une égalité des enfants devant les apprentissages scolaires que la réalité ne confirme pas toujours. Donc, c'est aussi ce décrochage que nous constatons, la conséquence du désir d'être le plus égalitaire dans le traitement de la diversité. Ça, c'est le fond.
qui nous agite depuis maintenant 50 ans. Alors après, j'ai été obligé, moi, de rentrer dans des groupes où les refus étaient collectifs et puissants. Je pense notamment à beaucoup de populations nomades avec lesquelles j'ai travaillé. Alors, quand je dis population nomade, vous pouvez bien sûr penser à des Touaregs ou à des populations pygmées, que je connais un peu, bien sûr, mais plus simplement aux Roms et aux Tziganes, qui sont chez nous, et qui en fait ont exactement la même attitude. Et c'est ça qui m'a frappé dans mon travail, c'est qu'en allant interroger ces trois catégories de population, les Roms ou Tziganes en France ou ailleurs en Europe, ou bien les Touaregs en Afrique du Nord, ou bien les Pygmées en Afrique centrale, ils m'ont tous répondu la même chose. Je leur demandais pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas vos enfants à l'école. Et dans des langues différentes, ils m'ont tous dit, si nous envoyons nos enfants dans votre école, ils vont nous oublier. Et le fait que ce soit la même phrase qui arrive dans des langues différentes, évidemment, me signalait un phénomène lourd, extrêmement lourd. Donc, il fallait essayer de comprendre ce mécanisme-là. Et je me suis aperçu qu'il y avait probablement deux idées derrière très, très fortes. Si fortes qu'elles traversent complètement les groupes culturels et qu'on les trouve à peu près partout dans le monde. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi. Eh bien, je me suis rendu compte que dans les systèmes scolaires que nous proposons, l'une des idées centrales, c'est l'acquisition d'autonomie. Or, l'acquisition d'autonomie peut être lue de deux façons différentes. Lorsque c'est vu dans une société qui, intrinsèquement, a pris acte du fait que ce que l'on appelle le progrès, c'est que l'individu se sépare de son groupe et il se développe indépendamment de son groupe. Et on considère que c'est un progrès. Or, on s'aperçoit que dans beaucoup de sociétés, l'insertion de l'individu dans le groupe est une condition sine qua non de survie du groupe. Et que si un individu s'extrait du groupe, il met en danger le groupe. Pour deux raisons qui sont symétriques. Le premier, c'est qu'en se mettant en dehors du groupe, il cesse d'apporter sa compétence au groupe, et que d'autre part, il ne peut pas bénéficier de la compétence du groupe. Que ces sociétés très collectives sont des sociétés qui perçoivent de façon absolument terrible l'extraction de l'individu par rapport à son groupe d'origine. Il y a un dicton que j'ai retrouvé dans plein de pays du monde et qui schématiquement peut se dire ainsi: quand le singe monte à l'arbre, on lui voit le derrière. Ça veut dire quand un individu se sort de son groupe, il est vulnérable. Alors à partir de ça, on s'aperçoit que ce que l'on appelle l'acquisition d'autonomie est perçu avec une grande dangerosité par plein de groupes sociaux qui vont dire: mais non, toi, si tu sors du groupe, c'est ta mort et c'est la mort du groupe. Donc, en fait, derrière notre système scolaire, nous poussons une idée d'individualisation qui est perçue comme dramatique par les collectifs, alors de façon quasiment explicite par le collectif, et elle est perçue de façon implicite par les individus. Est-ce que je peux sortir de mon groupe sans danger? C'est des choses que l'on voit avec, entre autres, par exemple, lorsque on a affaire à des groupes sociaux qui se sentent en danger, ils se referment sur eux-mêmes extrêmement fort. Hein. Ça vous donne des quartiers dans lesquels la police ne peut plus rentrer et dont les individus ne peuvent plus sortir. On oublie toujours de le dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un repli sur soi extrêmement fort et le discours sur la nécessité d'acquisition d'autonomie est perçu ainsi par les groupes sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à régler. Je me suis d'ailleurs intéressé pour savoir comment est-ce que tout ça, ça se passait. Et je me suis aperçu qu'il y avait une deuxième dimension dans cette peur de l'école portée par le collectif. Une deuxième dimension qui est liée au passage de l'oral à l'écrit. Et ça aussi, pendant longtemps, quand moi-même je faisais mes études, on me décrivait l'écriture comme étant simplement nécessaire, utile, ça donnait des tas de moyens, ça permettait d'exister en société, etc. Ça n'avait que des avantages. Et jamais personne ne m'a expliqué les inconvénients de l'écriture.